Le 19h30, Sacha Daoud. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce mardi 11 août. La Russie annonce avoir découvert un vaccin contre le coronavirus. Vladimir Poutine l'a déclaré aujourd'hui, la production peut commencer. Certains pays ont déjà passé leurs commandes, même si l'OMS émet des doutes sur le respect des procédures. Les guêpes sont particulièrement nombreuses et agressives cette année et cela s'explique notamment par les fortes chaleurs que nous connaissons en ce moment. Il faut décourager le tourisme d'un jour à la mer du Nord. C'est le message que font passer des bourgmestres du littoral. La SNCB va adapter son offre à cette demande en vue du week-end du 15 août. Nous ferons le point en direct avec Daniel Welter sur toutes ces mesures. Et puis la colère persiste au Liban. La population continue de manifester contre ses autorités politiques. On a d'ailleurs appris aujourd'hui que ces autorités avaient reçu de nombreux avertissements sur les dangers des stocks de nitrate d'ammonium. Et puis les salles obscures sont vides. Les cinémas constatent une baisse de fréquentation de 85% par rapport à l'an dernier. Et s'il n'y a pas de public, c'est parce que le coronavirus a empêché la sortie de très nombreux films. Madame, monsieur, bonsoir. Grand coup scientifique ou grand coup de communication, la Russie vient d'annoncer avoir trouvé un vaccin anti-Covid. Vladimir Poutine a fait cette annonce aujourd'hui, provoquant, il faut bien le dire, une certaine surprise et quelques doutes. Des doutes, l'Organisation mondiale de la santé en a et rappelle qu'il faut respecter les procédures. Mais des doutes, certains en ont moins. 1 milliard de doses auraient déjà été commandées dans le monde entier. Faut-il donc croire au miracle russe et à ce vaccin baptisé Sputnik? Réponse avec Quentin Warlop. L'annonce est virtuelle, retransmise à la télévision et elle fait déjà le tour du monde. Pour Vladimir Poutine, la Russie est le premier pays à développer un nouveau vaccin contre le coronavirus. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. Son nom, Sputnik V, comme vaccin, en référence au premier satellite placé en orbite autour de la Terre par l'URSS en 1957. Le président est fier d'annoncer que son vaccin donnerait une immunité durable, test sur l'homme à la pluie. L'Organisation mondiale de la santé a rapidement réagi et prudemment aussi. We are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. Problème, dans la course au vaccin, Vladimir Poutine ignore l'OMS et fait cavalier seul, car la Russie n'a pas publié d'études détaillées des résultats de ses essais. Bien, en fait, qui dit course dit compétition. Et la compétition a du bon, pour autant qu'elle soit encadrée par un certain nombre de règles auxquelles tous les participants se soumettent. Et dans ce cas-ci, la règle est qu'il s'agit d'une course par étapes. Et ce sont les dernières étapes les plus périlleuses auxquelles la Russie refuse de se soumettre. Et donc, en quelque sorte, elle s'est disqualifiée elle-même de cette course au vaccin. Selon l'OMS, dans le monde, 26 candidats vaccins sont au stade des essais cliniques, mais Sputnik V n'en fait pas partie. La Russie annonce pourtant que toute sa population devrait être vaccinée à partir du 1er janvier 2021. Le rebond de la propagation du coronavirus fait débat entre les pessimistes et les optimistes. L'interprétation des chiffres, il faut dire, n'est pas toujours la même selon l'interlocuteur. Il devient, cela dit, assez évident que notre pays ne connaît pas de deuxième vague. Depuis quelques jours d'ailleurs, on nous annonce que les choses s'arrangent au niveau des contaminations. Et ça se résume en une seule phrase, les hausses sont en baisse. Dominique Dussin. C'est ce que l'on pourrait appeler une tendance encourageante. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus continue certes d'augmenter dans le pays, mais cette augmentation se tasse. Ce qu'on voit effectivement, c'est que le nombre de cas augmente par rapport aux semaines précédentes, mais cette augmentation est moindre que les semaines précédentes, puisqu'avant, de semaine en semaine, on augmentait de 50%, maintenant on voit qu'on augmente de 11% par exemple, ce qui est bien. Divers éléments pourraient expliquer la relative maîtrise des contaminations. Le beau temps, l'obligation de plus en plus importante du port du masque ou la réduction de la bulle à 5 personnes.
Peut-être qu'on est arrivé à un seuil avec nos gestes barrières, avec les mesures qui ont été prises en termes de distance sociale, etc., qui est suffisant pour arriver à ce seuil, pour maîtriser les rebonds. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On arrive à maîtriser un rebond et peut-être maintenir simplement la transmission au niveau où on est actuellement. Cela dit, il serait dangereux de sombrer dans un optimisme béat, car comme souvent en Belgique, la situation varie fort selon les régions. Et si la Flandre et singulièrement Anvers avaient lourdement pesé dans les mauvais chiffres nationaux il y a quelques semaines, désormais c'est au nord du pays que la situation semble s'améliorer, alors que l'on s'inquiète de plus en plus dans le centre et le sud. Par exemple, Anvers, qui était l'épicentre de cette augmentation de cas, reste une ville où il y a beaucoup de transmission, mais cette augmentation stagne. Par contre, dans les villes comme Bruxelles, Liège, Namur, on voit une augmentation extrêmement importante sur les 2-3 dernières semaines du nombre de personnes positives. En nombre de contaminations, Liège et Bruxelles montent en effet de façon prononcée, à tel point que des mesures pourraient rapidement être annoncées pour tenter d'endiguer la hausse. On parle notamment de la généralisation de l'obligation du port du masque dans la capitale. Les autorités suivent l'évolution des courbes et pourraient être amenées à suivre l'exemple anversois qui semble donner des résultats encourageants. Les amateurs d'activités extérieures pourront le confirmer sans problème. Cette année, il y a des guêpes, vraiment énormément de guêpes. Ces observateurs ajoutent d'ailleurs qu'elles sont très agressives, qu'elles se rapprochent de plus en plus des habitations et qu'elles ont aussi de plus en plus souvent tendance à construire leur nid dans des buissons au ras du sol. La conséquence, évidemment, c'est qu'il y a plus de piqûres que d'habitude. Arnaud Pilet. Elle est un visage connu de la RTBF, mais il y a 2 jours, Marie-Pierre Moulignot, ancienne présentatrice météo, était méconnaissable. La faute à des piqûres de guêpes en plein travail. On était en reportage pour l'émission Quel temps, un reportage sur les confitures. La table était dressée à l'extérieur avec les pots de confiture. Les guêpes sont brusquement arrivées. Elles étaient agressives et j'ai eu un très très mauvais réflexe. J'ai senti une guêpe sur la joue. Donc j'ai voulu me protéger avec mon t-shirt. Résultat des courses, j'ai enfermé dans le t-shirt 2 voire 3 guêpes et j'ai été piquée à 3 reprises. Résultat, un œil fermé plusieurs jours, des maux de tête et un traitement antihistaminique carabiné. En fait, les guêpes sont très nombreuses cette année et dérangent lors de barbecues autour d'un verre en ville. La responsable, la météo, trop favorable tant cet hiver que cet été. Plus il fait chaud, plus les cycles biologiques vont être accélérés. Si à un moment donné, la densité de guêpes est plus importante et qu'elles doivent finalement se battre pour avoir une partie du gâteau en termes de nourriture, elles vont avoir cette agressivité. Si maintenant on est avec des personnes qui vont essayer de les attraper ou de les écraser sans succès, on se doute que les guêpes vont être aussi à un moment donné perturbées par ce comportement humain et vont être encore un peu plus agressives. Plus nombreuses et agressives, alors les réflexes sont toujours les mêmes. Rester calme, éviter de marcher pieds nus, mais aussi les aliments ou boissons sucrées. Au CHR de Namur, les consultations se multiplient, mais les cas graves restent rares. Il s'agit de réactions locales qui peuvent être impressionnantes, très désagréables, des réactions qui se développent parfois sur 48 heures, qui ont une évolution sur 5, même voire 10 jours, alors que les réactions extrêmement sévères de choc anaphylactique arrivent à l'ordre de 2-3%. En cas de piqûre, appliquez une compresse froide et prenez un antihistaminique. En cas de vomissement ou de détresse respiratoire, consultez alors un allergologue. La mer veut éviter la marée humaine. Une réunion sur ce sujet a été menée ce mardi après-midi par des bourgmestres de communes situées au littoral. Ils ont discuté avec des représentants du ministère de l'Intérieur et des forces de l'ordre. Le week-end du 15 août arrive et il inquiète, surtout depuis la semaine dernière où la foule, la chaleur, la nervosité, l'alcool et le non-respect des distances sociales ont provoqué beaucoup de tensions. Daniel Welter, bonsoir. Vous êtes à Bruges. C'est là que s'est tenue cette réunion. Qu'est-ce qui a été décidé ? Est-ce qu'on va, par exemple, décourager le tourisme d'un jour ? Oui, très clairement. Et si vous préférez l'Ardenne, eh bien, c'est peut-être le moment d'y aller car les autorités recommandent donc aux touristes d'un jour de ne pas se rendre à la côte ce week-end du 15 août. Sur les routes, les contrôles seront renforcés. Ce sera au bourgmestre de décider s'il y a déjà trop de monde dans sa commune. En tant que chef de la police, il pourra demander à ses agents, eh bien, de demander aux automobilistes de rebrousser chemin. Alors, sur le rail, eh bien, surprise pour un week-end du 15 août, mais l'offre ferroviaire sera limitée avec
un plafond du nombre de voyageurs par jour vers la côte. 10 000 pour Ostende, 2 000 pour Knock, pour La Panne, 6 000 pour Blankenberg. Voici quelques exemples. La SNCB veut, je cite, à tout prix éviter les départs massifs vers la côte. Un système de stop and go sera remis en place. Trop de monde dans le train, eh bien vous attendez le suivant, comme nous l'explique le porte-parole de la SNCB. Ça veut dire concrètement qu'à partir du moment où un train est en passe d'atteindre un niveau de maximum 80% de taux d'occupation, eh bien dans la gare où il arrivera, il ne sera pas forcément possible pour les voyageurs qui attendent ce train de prendre ce train-là, et ils seront à ce moment-là conduits par la police fédérale avec qui nous travaillons et dont d'ailleurs les équipes seront renforcées un peu partout dans toutes les gares du pays, mais ainsi qu'avec nos agents Sécurail, donc les agents de sécurité de la SNCB, pour gérer ces flux et conduire les voyageurs vers d'autres trains pour préserver de façon très équilibrée un taux maximal d'occupation de 80% sur l'ensemble des trains. Un grand merci à vous, Daniel, pour ces explications. Et ce qui va suivre va du coup être un peu difficile à comprendre. Accrochez-vous. Le bourgmestre de Knock, lui, eh bien, il change d'avis. Il avait décidé d'interdire le tourisme d'un jour sur le territoire de sa commune. Eh bien, dès demain, cette interdiction sera levée. Et puis, toujours à propos des récents événements à la côte belge, on a beaucoup discuté aujourd'hui à la Chambre des représentants. Et au centre des discussions ici, eh bien, il y avait la bagarre qui s'est produite à Blankenberg et qui avait été provoquée par plusieurs individus, dont 3 sont sous mandat d'arrêt. Une 4e personne a été arrêtée. Aujourd'hui, c'est un mineur d'âge. Alors, pour certains députés, il faudrait, comme on le fait dans les stades de foot, interdire à certaines personnes de se rendre à la côte. Mais est-ce faisable ? Eh bien, voici ce qu'en dit Peter De Crème, le ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il y a des gens qui sont condamnés pour des faits tels qu'on les a connus le week-end passé, donc ils auront donc une interdiction de lieu, c'est-à-dire ils seront interdits pendant une période spécifique, par exemple la saison d'été ou pendant des vagues de chaleur, à se rendre à la côte ou à se rendre par exemple dans des domaines de récréation. C'est donc une mesure très importante, et puis le contrôle se fera. Les gens qui ont une interdiction de lieu seront donc contrôlés à domicile. On a donc bien compris que la mer du Nord sera sous haute surveillance dans les jours qui viennent. Eh bien, c'est déjà le cas pour certains cours d'eau chez nous, mais pour d'autres raisons. Les températures élevées que nous connaissons actuellement favorisent le développement des algues bleues. Elles peuvent être très dangereuses. 4 communes viennent d'ailleurs d'interdire la baignade dans l'Ourthe. Natacha Mann. Au beau milieu de l'Ourthe, ils semblent beaucoup s'amuser. Pourtant, ces enfants ne devraient pas jouer dans cette eau. Car quelques kilomètres plus bas, du côté d'Esneux, on trouve depuis quelques jours ce qui ressemble à des cyanobactéries, des algues bleues qui peuvent être dangereuses pour la santé. Par cas de grosse chaleur, il peut y avoir ce qu'on appelle un bloom de cyanobactéries, donc elles vont se développer de manière exagérée en quelque sorte, et pouvoir dégager des toxines qui peuvent provoquer des irritations de la peau, voire même des problèmes neurologiques par une neurotoxine. Le week-end dernier, un chien est décédé après s'être baigné dans cette partie de l'Ourthe. Des analyses ont démontré la présence de ces cyanobactéries dans son corps. C'est ce qui a permis de découvrir le problème. Une surprise pour plus d'un expert. On a pu avoir le problème dans des étangs, ça peut arriver, mais dans une eau courante, c'est vraiment très rare. Ça m'inquiète d'autant plus qu'ici, ça fait 3 ans qu'on est en période de sécheresse, il y a des périodes de canicule, et ces algues prolifèrent essentiellement dans ces conditions. Face à la situation, Esneux a choisi d'interdire les baignades sur tout son territoire. Par précaution au bord de l'Ourthe, à Moire, mais aussi Comblain-au-Pont et Ferrières ont fait de même. Des panneaux ont été installés et les baigneurs informés. Il y a eu un agent de police qui est passé il y a 10 minutes qui nous a dit que c'est interdit à partir de maintenant. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est normal, si c'est mortel cette bactérie, c'est normal qu'il faut sortir de l'eau. Je n'avais pas entendu parler de ça avant et je ne sais pas quelle est vraiment la dangerosité. Vous êtes un peu déçu ? Non. Non, on va jouer au football et enfin voilà, on va faire d'autres possibilités. La situation est prise très au sérieux, d'autant qu'une famille dit avoir été malade après s'être baignée, notamment dans cette eau. Des prélèvements ont été effectués à différents endroits et les résultats devraient tomber demain ou jeudi.
Et les baignades sont aussi interdites dans certaines carrières chez nous. Et cela n'empêche pas plusieurs personnes de braver cette interdiction et de prendre en outre pas mal de risques. Et cela vient d'avoir des conséquences dramatiques à Floreffe. Un homme a perdu la vie en sautant du haut d'un rocher dans la carrière de la commune. Le bourgmestre lance aujourd'hui un appel. Il constate trop d'accidents parce qu'il y a trop d'infractions. On l'écoute. C'est sans doute la volonté de faire toujours des activités en extrême, la compétition, toujours plus, aller sauter effectivement de là-bas en haut avec une caméra GoPro pour pouvoir relater son exploit. C'est aussi toujours l'extrême d'une société qui a sans doute perdu un peu la boussole, des personnes qui sont anesthésiées par le danger. Il y a eu énormément de travail d'information qui a été fait. La police, par exemple, dans l'autre carrière de Dolomie ici de Floreffe, il y a eu 150 PV dressés par la police la semaine passée. Bonjour, une réunion aujourd'hui pour définir un plan de mobilité cohérent pour le week-end qui vient vers la côte belge et éviter les mesures disparates du week-end passé. Cette réunion rassemblera les ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, François Belot et Peter De Crème, la gouverneure de Flandre occidentale, les 10 bourgmestres de la côte et la SNCB. Il s'agira entre autres de déterminer s'il faut ou non prévoir des trains supplémentaires vers la mer alors qu'on redoute une trop forte affluence sur les plages. C'est l'un des effets du confinement et de la crise sanitaire et ce n'est pas étonnant. Le groupe allemand Zalando, premier groupe de vente de prêt-à-porter en ligne européen, a plus que doublé ses ventes au deuxième trimestre, donc entre avril et juin. Et son chiffre d'affaires va augmenter, selon les prévisions, de 15 à 20% sur toute l'année 2020. En cause, bien sûr, le boom du shopping en ligne avec le confinement, mais aussi la présence de nouvelles marques dans le catalogue de Zalando qui voulaient accroître leur visibilité sur le net avec la crise sanitaire. Autre effet de cette crise, bien moins positif pour les concernés, c'est l'impact dramatique sur les secteurs culturels et événementiels. Une mobilisation a été lancée hier sur les réseaux sociaux. Des artistes, des personnalités, des anonymes aussi ont barré leur photo de profil d'une bannière orange sur laquelle il est écrit « Sound of Silence », 3 mots dont l'acronyme est SOS. Le secteur dénonce le silence des autorités. Il demande de nouvelles mesures. Enfin, au Bélarus, une nouvelle soirée de manifestation de l'opposition hier après la victoire désormais officielle du président sortant Alexandre Loukachenko à l'élection de dimanche. Un homme a été tué par un engin explosif qui voulait jeter sur les forces de l'ordre. Et on apprend par ailleurs ce matin que Svetlana Tikhanovskaya, la principale rivale de Loukachenko à cette élection, est allée se réfugier en Lituanie avec sa famille. Elle avait déclaré dimanche qu'elle ne croyait pas aux résultats de cette élection présidentielle. C'est la fin de ces infos. Merci pour votre écoute. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Sur la première tendance première, c'est maintenant, et c'est avec Cédric Wautier. J'insuffle comme ça un peu de dynamisme. Un peu de patate comme ça, un truc de fou. On va planter des arbres un peu partout. Très bonne idée. On va aller faire un tour dans les prés salés, en Normandie. Très bien ça aussi. Et puis on va lire. Ça j'adore. Vous êtes jeune ou ado. Alors je sais que je parais jeune, enfin quand même. Ah bon, on ne sait jamais. Vous ayez envie comme ça de vous replonger dans de la lecture jeunesse et ado. Allez, retour de l'information à 11h. Merci beaucoup. À bientôt. 10h, 11h30. Tendance première, Cédric Wautier. Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce Tendance Première. On va passer 1h30 en votre compagnie pour parler d'un projet bien particulier, replanter des forêts dans les villes, dans nos villages également, sur les places, dans des écoles par exemple. C'est le projet Urban Forest dont nous